à tous et merci d'être avec nous à cet épisode. Investisseurs dans le Web3, donc la crypto, la blockchain, les NFT et les DAO. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir deux célèbres venture capital dans le Web3, représentés par Julien Bouteloup avec Stake Capital Group et Franck Devine, True Global Ventures. Donc, je suis David Servet, cofondateur et président du groupement Blockchain at HEC, créé en 2017 au sein de l'association des HEC Alumni, pour partager les connaissances sur l'économie Web3, la blockchain et la crypto, et bien sûr connecter les écosystèmes. Donc, je serai accompagné aujourd'hui par Jérémy Zarka et Rodolphe Devorex, deux Web3 builders, pour modérer les échanges et les questions-réponses. Donc, je tenais à la présenter à notre communauté Blockchain HEC et à les faire participer, parce qu'en fait, ils vont organiser et animer des conférences Blockchain HEC dès la rentrée prochaine, donc en septembre. Je vous invite tous déjà à suivre nos deux canaux principaux pour tout savoir sur nos activités. La première, c'est la page LinkedIn. Nous postons tous les replays et les events pour vous inscrire. Et également le site Blockchain HEC qui vous permet d'accéder gratuitement à tous les webinaires. Donc, je vous ferai circuler de toute façon les liens dans le chat. Aussi, nous tenons à remercier tout particulièrement les prime sponsors de PwC et Stake Capital Group, ainsi que les partenaires HEC Alumni, HEC Paris et tous les 80 speakers et sociétés qui sont venus nous apporter leur éclairage sur l'univers Web3. Enfin, donc, je vais simplement présenter brièvement nos invités. Donc, Julien Bouteloup, blockchain et crypto-investisseur, entrepreneur et builder parmi les grands architectes de la DeFi depuis 2011. Il a cofondé plusieurs projets. En plus d'être l'un des plus grands VC de l'espace, il est un builder et un entrepreneur du Web3. Donc, il fait partie de l'équipe Curve, le plus grand DEX pour le stablecoin avec, je crois, tu confirmeras, mais je crois 7 milliards de TVL, voire plus. On était arrivé avant les événements cette dernière semaine, on est arrivé à 21 milliards. Donc, après une dizaine de 21 milliards, ok, incroyable. Tu es également le fondateur de Stake DAO, Rec News, et CEO fondateur de Stake Capital, une société de capital risque qui soutient les entreprises de cryptographie, de crypto, en démarrage, et tu investis dans les stratégies DeFi. Tu es un des premiers investisseurs dans les dizaines de projets crypto, parmi lesquels Ethereum, Solana, Polkadot, YGG, Lido, Near, Elrond, Paraswap, OneInch, et j'en passe. Donc voilà, nous remercions particulièrement Julien et Stake Capital Group pour nous soutenir en tant que prime sponsor. Et c'est un grand honneur pour Blockchain HEC et HEC Alumni. Donc, merci. Notre deuxième invité. Merci pour l'intro. Hein. Merci. Ouais. Notre deuxième invité, donc Franck Devine, qui est entrepreneur avec une première Internet business exit en 99, 20 ans de corporate innovator chez BNP Paribas et puis AXA. Business Angel dans le Web 1, Web 2 et Web 3. Franck, tu fais partie aussi des 40 founding partners de True Global Ventures à TGV4+, avec le fonds, donc un fonds VC Web 3, late stage, distribué, voilà, oui, dans 20 villes dans le monde, avec plusieurs investissements déjà, donc The Sandbox, Animoca, CoinHouse, Comaway, Sato, etc. Donc voilà, donc merci beaucoup à tous les deux pour votre présence et pour participer à cette session, à ce premier épisode d'investisseurs dans le Web3. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose l'agenda suivant, 20 minutes pour chaque speaker, 10-15 minutes de présentation avec 5 minutes de Q&A. Et puis on aura 20 minutes de réponses, questions-réponses et d'échanges sur la thématique générale du VC, Venture Capital dans le Web3. Voilà, donc Julien, the floor is yours, comme on dit. Julien Bouteloup, j'ai un background dans les maths, hein, cursus à la française, classe préparatoire, maths, tout ça. Et après, je suis parti aux États-Unis, j'ai fait tout ce qui était machine learning, intelligence artificielle, travail pour la sécurité de défense. Et je suis tombé assez rapidement, par chance ou par malheur, je ne sais pas, mais dans Bitcoin, dans les fins des années 2010, début 2011. Donc, j'ai connu tout ce qui était le monde Gox avec la banque qui s'est fait hacker, donc 80% des bitcoins dans le monde à l'époque. Et ensuite, après, j'ai continué sur Ethereum, donc Ethereum Fondation, dans les débuts de l'Internet avec des smart contracts.
J'ai monté plusieurs sociétés avec quelques exits qui étaient aux alentours de la machine learning et de la blockchain en général, avec des projets dans l'identité, des projets au niveau extraction de données depuis des satellites pour prise de décision sur les marchés. Donc, par exemple, calcul en temps réel, la production de café au Brésil et rebondir ça sur les hedge funds, calcul d'inclinaison de certains paquebots pour pouvoir calculer ce qu'il y avait à l'intérieur en temps réel, des choses comme ça. Et ensuite, après, j'ai monté, quand la DeFi est arrivée, des produits comme StakeDAO, qui est un échange décentralisé. On a à peu près, on va dire à peu près 1 milliard. On a à peu près 1 milliard il y a quelques semaines au niveau des stratégies. Curve, c'est pas moi qui l'ai monté, mais qui participe au tout début avec Michael qui est le fondeur. Là, on avait atteint à peu près quelques semaines 20 milliards. Stake Capital, qui est un fonds d'investissement. Donc, on a investi dans c'est plus un family office, donc c'est mes capitaux. Donc, on a investi dans plus de 200, on a investi dans plus de 200 boîtes depuis le début. On va dire à peu près 10 à 15% qui sont non blockchain. Ensuite, on a un quant, donc le desk qui fait tout ce qui est stratégie d'arbitrage, market maker, liquidation, toutes les activités essentielles pour la finance centralisée, puisqu'en fait, on remplace les tiers de confiance par des contrats intelligents. Et donc, il faut pouvoir garantir les liquidations, puisque s'il n'y a pas de liquidation, il n'y a pas de personnes qui permettent de faire venir de la liquidité, puisqu'en fait, on ne peut pas garantir le fait de pouvoir emprunter. Ensuite, après, on a tout ce qui est auto-market making, donc faire venir la liquidité sur les auto-market makers, comme le Curve, comme d'autres, Uniswap, SushiSwap, tout comme ça. Blackpool, qui lui est un échange, un hedge fund dans le monde du NFT. Le marché du NFT est plutôt est en train de devenir de plus en plus mature, mais on peut s'attendre non pas à avoir une continuité sur les JPEG et les images Bored Ape, choses comme ça, mais plus sur un marché traditionnel avec des bonds, des dEPs, des produits plutôt financiers, donc le monde du real estate, le monde des bonds, tout ça. Donc ça, c'est là-dessus où on essaie de se positionner avec Blackpool. Et ensuite, Rec.News, qui lui est l'acteur inconditionnel de l'investigation assez dark, assez noire de l'écosystème de la DeFi, de la blockchain. Et on essaie aussi de donner une vision de ce qu'on est en train de construire en termes de communauté. Est-ce que c'est un Eldorado? Est-ce que c'est un changement du paradigme pour le bien ou pour le mal? C'est là-dessus qu'on essaie de faire. Donc voilà, donc une activité multiverticale et transitionnelle sur l'ensemble de l'écosystème de la DeFi, qui peut aller d'investissement pur, equity, à des prises de décision plus des stratégies sur le marché, avec le quant. Donc, le VC, lui, fait plutôt des investissements au niveau equity, mais on fait aussi tout ce qui est activité, un petit peu activité banque d'affaires dans le monde de la DeFi. On fait aussi de l'emerging acquisition, on fait aussi des sortes de mini IPO. C'est là-dessus on essaie d'être assez agressif sur le marché, notamment avec en ce moment ce qu'on est en train de voir en bear market. Les opportunités sont assez grosses. Donc voilà, c'était une petite présentation en 10 minutes. Merci beaucoup. Et puis, Franck, la parole est à toi si tu veux prendre le relais. Ouais, avec grand plaisir. Donc, moi, je suis un ancien entrepreneur aussi. J'ai fait ma première exit en 99, en effet. Donc, ça date d'il y a un petit peu longtemps. Ça s'appelait pas encore. On n'appelait pas ça le Web 1, mais maintenant, on l'appelle le Web 1, mais c'était bien du Web 1. J'ai eu la chance, avec l'argent de cet exit, de faire pas mal d'investissements dans les années 2000. Avec quelques exits quelques années après. Je faisais plutôt du data analytics, des choses plutôt infra. C'était le moment de construire en fait cette infra. En 2008, c'est plutôt le lancement de l'iPhone et donc je me dis je vais plutôt faire des investissements en business angel dans le marketing mobile qui a plutôt aussi bien fonctionné avec quelques IPO à la clé. Et des belles exits. Et naturellement, j'ai eu la chance d'habiter en Chine entre 2015 et 2018, où j'ai été exposé à... j'avais des équipes super jeunes et qui étaient très crypto, et donc j'ai acheté des cryptos et sur des sites d'ailleurs chinois. J'ai eu la chance de rencontrer CZ, d'ailleurs, le fondateur de Binance en 2017, quand il lançait son activité. Je voyageais pas mal, j'ai vu
très tôt Vitalik dans une conf plutôt d'étudiants dans une université à Singapour. Voilà. Enfin, je me suis intéressé, j'ai acheté des trucs sur à l'époque une plateforme qui s'appelait BTCC, donc avant que ça soit banni en Chine. Et donc voilà, c'est là où j'ai compris et je me suis dit en fait mon métier de business angel, mon hobby de business angel, il va aussi complètement changer. Parce que d'abord, les équipes sont complètement décentralisées, elles sont distribuées dans le monde, elles sont pas à un endroit. Mon deal flow, je dois pouvoir le partager avec d'autres business angels et, euh, et comment aider ces entreprises quand on n'est que dans un seul pays comment on connecte à un network beaucoup plus grand et complètement international. Et voilà, et en fait, c'est ça qui a donné l'idée en fait de créer un fonds TGV4+, dédié à la technologie Web3, donc c'est plutôt blockchain à l'époque, avec dans l'idée de réunir des serial entrepreneurs, des entrepreneurs en série dans une vingtaine de villes dans le monde. Et donc, pragmatiquement, on a voyagé un peu partout dans le monde à la recherche de gens qui avaient envie de faire comme nous. Et on a réuni une quarantaine de general partners, de founding partners, qui mettent d'abord leur argent et qui ensuite commencent à faire des deals, partage de deal flow. On a 3 verticales d'investissement chez TGV4+, donc des sous-verticales par rapport à blockchain. Blockchain, service financier, ça me paraît c'est assez évident que le transfert de valeur allait permettre de faire des services financiers d'un nouveau genre. L'entertainment, parce que l'adoption massive de la technologie arrive toujours par le biais de l'entertainment. Et puis l'infrastructure, parce qu'il y a encore des couches de tech à développer. Donc voilà un peu les 3 thématiques sur lesquelles on a décidé d'investir. Et notre premier investissement, donc on a 3 comités, on est organisé, alors c'est pas vraiment une DAO, parce que tout est quand même encore assez traditionnel dans la façon dont on investit, dans le sens où on partage du deal flow, on fait des comités d'investissement, on vote, décide et euh, ensuite on développe les sociétés dans lesquelles on investit, mais on investit en equity principalement, mais on a commencé à être familiarisé avec des modèles de sorte de token varant. Et on a fait notre premier investissement en juillet 2019 dans une boîte de gaming qui s'appelle Sandbox. Voilà, parce que le use case blockchain gaming nous paraissait évident. Et donc, on a l'idée la série A de Sandbox en juillet 2019. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans cet univers. On a ensuite investi notamment dans Animoca Brands, qui est la société, la parente compagnie de Sandbox, dans un univers NFT, notamment voilà, qui est à Hong Kong, qui a plus de 200 licences de jeux, et notamment sur la partie NFT. Et voilà, aujourd'hui, on a déployé plus de 15, dans une quinzaine d'entreprises, dont Coinhouse en France plus récemment, sur lequel on a l'idée la première tranche de la série B, qui a été annoncée récemment à 40 de millions d'euros. Et voilà, et donc on va continuer de développer ces sociétés, notamment avec notre network à l'international. On va pouvoir, et c'est pour ça qu'on fait plutôt du late stage et plutôt de la série B, parce que c'est le moment clé de l'internationalisation, de l'expansion géographique, d'un éventuel changement de juridiction ou d'ajout de nouveaux territoires de développement. Et donc, voilà, c'est pas mal. Et depuis 3 mois, en fait, sur le deuxième trimestre, on a monté un follow-on fund parce qu'on se dit que ces sociétés sont en train de se développer et qu'on voudrait continuer en fait de les accompagner et d'y investir. Et donc, on va pouvoir suivre les champions du fonds précédent. Et donc, là, on vient d'annoncer la clôture d'un follow-on fund de 146 millions. Donc, en gros, 250 millions dédiés au total
dédié au Web3 et puis plutôt late stage parce qu'on va les accompagner jusque l'IPO ou autre si au type de mécanique de financement c'est nécessaire. Merci beaucoup. Merci Franck. Merci beaucoup. Vraiment directement aux questions. Donc la première question qu'on s'était posée tous les trois donc avec Jérémy et Rodolphe, c'était tout simplement votre stratégie d'investissement. Est-ce que vous investissez uniquement dans des startups Web3 ou bien diversifié dans d'autres startups traditionnelles? Enfin, comment vous ciblez et repérez et investissez? Moi, j'ai à peu près expliqué notre thèse et ces trois verticales. Et donc, il s'agit, à partir du moment où on est assez clair sur, donc uniquement Web3 sur ces deux fonds, euh, plutôt late stage donc, et trois verticales. Euh, la question, en fait, c'est comment on source du deal flow dans un univers à l'international. Voilà. Et c'est là où je pense que la réunion d'un groupe de 40 founding partners dans une vingtaine de villes et le partage de ce deal flow est intéressant, et notamment avec des gens expérimentés, donc encore une fois plutôt des entrepreneurs qui s'adressent à des entrepreneurs en série pour venir en fait pitcher leur sujet. Et voilà, donc euh, c'est en fait l'expérience des entrepreneurs qui managent le fonds True Global Ventures qui a permis en fait d'accéder à ce deal flow. Et c'est un deal flow assez unique parce que c'est pas un deal flow de VC classique. Et ça a aussi permis à un moment donné de lever de l'argent auprès d'autres LP, investisseurs de type family office, tech entrepreneurs, autres business angels et parfois quelques institutionnels, parce que 40% du fonds du follow-on fund, par exemple, appartient au GP. Donc, juste pour vous donner un ratio, en règle générale, un VC classique, il a à peu près entre 1, 2, allez, peut-être jusqu'à 4% dans le fonds en fait qu'il aide. Et nous, c'est 40. Donc, c'est des décisions qui sont prises, si vous voulez, parce que c'est notre argent. Voilà. Et donc, en gros, ça permet un peu plus de confiance, je sais pas, dans les LP qui nous suivent. Génial, la Juste une parole est à petite toi. anecdote, juste une petite Ouais. anecdote avant de te laisser la parole, Julien, c'est que un de euh, sur le sourcing de deal, justement, c'est que un de nos partenaires à San Francisco, c'est Greg Kidd. Greg Kidd, il faut savoir que c'est le premier dollar investi dans Twitter, dans Square, dans Coinbase, Ah oui, d'accord. dans Marqeta. Voilà, le type a une histoire incroyable. Et quand on s'est rencontré, sa première phrase, c'était de dire ouais, c'est génial parce que tous les investissements que j'ai faits dans ma vie, je les ai faits dans un rayon de 5 km autour de mon bureau à San Francisco. Et ce que vous me proposez, en fait, c'est bien sûr, je veux partager mon deal flow, mais aussi, je voudrais accéder à du deal flow en Europe, en France, dans des pays émergents, etc., etc. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait la richesse du deal flow. C'est ça aussi que les entrepreneurs vont retrouver chez nous. C'est-à-dire que quand ils se pitchent devant notre comité d'investissement, où il y a une douzaine de partenaires par thématique, sont experts, mais aussi géographiquement distribués sur la planète, ils ont aussi, en fait, ils touchent du doigt ce qu'ils vont pouvoir faire après, c'est-à-dire leur expansion géographique. Et ils ont des perspectives de différents continents sur leur sujet. Et en fait, c'est ce qui fait, à mon sens, la secret sauce de TGV. Très clair. Merci beaucoup, Franck. Ouais. Alors, un C capital, c'est un petit peu différent. Donc, euh, on n'est pas, c'est pas 40%, mais c'est pour l'instant 100%. Donc, c'est un petit peu, c'est un petit peu différent. Donc, forcément, le risque, il est mesuré 4 fois plus. Euh, mais on est en train d'ouvrir un compartiment, une poche d'investissement pour des investisseurs à l'extérieur, vu le track record. Alors, moi,
c'est une approche complètement différente sur le marché. L'ensemble des gros exits, des projets donc on fait les retours sur investissement, c'est des projets que j'ai montés, la plupart. Et donc maintenant, sur l'écosystème, sur les 6 dernières années, c'est souvent en fait, donc l'ensemble des investissements ont été faits en seed et en pré-seed, très rarement en série A ou série B, je dirais à peu près je dirais qu'il y a à peu près 5 à 10% du portfolio qui ont été faits sur des projets avec des rôles un petit peu plus gros pour pouvoir diversifier le portfolio et sur des approches un peu plus conservatrices. Ça, c'est voilà, 10% du portfolio. Sinon, l'ensemble, c'est des accompagnements au départ. Donc, majoritairement sur des concepts, des idées que moi-même j'aurais pu construire, parce que j'arrive à apporter une expertise sur mathématiques, economics, recherche, arriver à discuter avec les founders. Donc c'est ça, je pense, qui plaît. Donc j'ai très rarement investi sur les projets que je ne maîtrise pas. Est-ce que c'est une qualité ou un inconvénient? Je ne sais pas, mais ce qui me permet en fait de vraiment focaliser sur des concepts que j'arrive très bien à comprendre avec le système. Et donc quand je rejoins, souvent, je rejoins aussi un pourcentage d'advisory, un pourcentage aussi où je vais faire venir mon expertise, mes compétences, pas forcément que intellectuelles, mais aussi sur les différents investissements que j'ai fait dans l'écosystème. Donc ça va être par exemple, s'il faut être listé sur Curve au niveau auto-market making, avoir une pool dessus. Est-ce qu'il faut par exemple avoir du market making, non pas auto-market making, mais du market making avec des liquidations, des bots, une infrastructure derrière, de la recherche au niveau cryptonomique. On va aller regarder est-ce que c'est pertinent de rejoindre la blockchain et non pas faire un projet juste parce que dans le monde de la crypto, parce que tout le monde veut faire de la crypto ou tout le monde veut faire de la blockchain. Et dans quelle mesure en fait c'est pertinent d'arriver sur un marché comme ça avec un produit soit déjà existant, soit un produit qui va aller résoudre un problème, et non faire venir un problème et avec la solution qui va avec. Ça, c'est pas tout ça qui nous intéresse. Donc on va dire que sur la finance décentralisée, sur la DeFi, la plupart des projets c'est des répliques du marché traditionnel qui vont s'adapter à la DeFi. Et vu que moi, mon background, mon antécédent, c'est aussi quant dans le marché de la finance traditionnelle, donc j'arrive à comprendre ces systèmes et comment les appliquer sur un domaine où j'ai participé à la création depuis un bout de temps. Donc ça me permet en fait de faire venir deux concepts où j'ai suivi l'éducation et maintenant, décentralisé, pouvoir arriver à ces deux domaines d'expertise et pouvoir arriver à fournir ou à créer de la valeur sur la finance centralisée et non à se dire on va créer des nouveaux concepts parce que la majorité des concepts qui sont déjà créés dans la finance centralisée, c'est des concepts qui existent déjà dans la finance traditionnelle mais qui sont adaptés à une nouvelle technologie, à un nouveau protocole. Donc on vend la plupart des tiers de confiance. Donc voilà, bon. La majorité des deals, si on regarde sur Stake Capital, groupe, sur Stake Capital, le site, vous allez voir que je dirais 90% des projets sont en seed et en pré-seed. Ça a été ça a été plutôt un pari gagnant. Par contre, maintenant, c'est comment on arrive à scale sur beaucoup plus d'investissements. Parce que si l'identité, c'est de rejoindre des seed et des pré-seed, alors il faut aussi grossir la team. Vu qu'on a une grosse team, à peu près, je pense qu'on va atteindre avec pendant l'été une centaine de personnes. Donc c'est toujours arrivé, si on maintient le cap du seed et du pré-seed d'investissement, il faut maintenir aussi la puissance d'exécution au niveau de l'équipe derrière. Et là, ça peut poser problème. C'est pour ça qu'on a commencé à diversifier un petit peu sur des projets qui sont beaucoup plus matures, avec des grosses séries, comme tu mentionnais, Franck, Limoneta, des produits comme ça. On commence à regarder un petit peu aussi d'autres projets qui sont les prochaines, avec des valuations qui sont plutôt dans les 10, 5 milliards. C'est pas vraiment le but d'avoir un retour sur investissement avec des retours sur 20, 100 X comme on a pu sur les projets en seed, mais ça permet en fait de pérennité du portfolio. Donc voilà, on va dire plutôt une stratégie assez agressive, plutôt quant et non pas Très clair.
Rodolphe, Jérémy, je vous laisse la main pour que... Oui, merci. Et on va peut-être passer en priorité, effectivement, les questions de l'audience. On a une question de Nicolas là, qui a été posée dans le chat. Est-ce que les récents événements de marché ont changé ou changent quelque chose à votre style d'investissement, à vos cibles, à votre capacité à déployer du capital? Et donc, par récents événements, j'imagine qu'on fait référence à les méchantes baisses qu'il y a eu, plus les choses qui se sont passées avec Terra Luna, Celsius, etc. Et je viendrai peut-être compléter la question, peut-être plus pour Franck qui fait de l'investissement avec du capital externe, notamment des family office. Dans ce contexte justement de baisse méchante, puisque quand on est en bull market, tout va bien et c'est la grosse hype, mais dans les contextes un peu méchants comme maintenant, est-ce qu'il y a une demande des family office ou des gens qui sont pas forcément traditionnellement sur ce marché-là? C'est quoi les arguments pour les convaincre? Enfin voilà, quel est le dialogue avec ces gens-là? Donc est-ce que ça a changé les récents événements ont changé votre stratégie d'investissement, votre approche? Et par rapport à des gens qui sont plutôt historiquement dans la finance traditionnelle, comment ça se passe avec eux? Nous, on n'est pas directement exposé à des cryptos, hein. Donc, on investit en equity. Il se trouve qu'on peut parfois négocier des tokens Varan, mais en gros, on n'est pas. La valeur du fonds, elle est plutôt long-termiste sur l'equity des boîtes dans lesquelles on investit. Donc, suivant les périodes, là, notre premier point d'attention, ça a été de voir avec toutes nos sociétés quelles sont celles qui sont exposées éventuellement et quelles sont celles qui ne le sont pas, quelles sont celles qui sont plus fragiles que d'autres parce que peut-être moins de trésorerie ou moins de runway ou voilà ou pas probablement dans un market qui ne va pas les aider à se déployer autant que attendu. Et donc là, on fait évidemment très attention à celles qui sont fragiles et on va plutôt essayer de faire du bizdev ou du refinancement ou des montages un peu particuliers sur celles qui sont les plus touchées. Tout s'est bien passé jusqu'à maintenant et on n'a pas d'exposition, notamment aux incidents assez majeurs qui se sont passés. Donc, mais le marché est en train de tirer les ficelles de ce qui va être plus ou moins systémique, donc on n'est pas à l'abri. Mais quand même, on est assez protégé. On reçoit évidemment beaucoup de questions de LP qui disent, oh là là, nous, donc encore une fois, on est long-termiste sur la technologie, sur les business cases qui sont développés sur la technologie, en equity, donc on n'est pas forcément inquiété par ces turbulences. En revanche, et le fait d'avoir levé un follow-on fund dans lequel nous-mêmes, hein, vu le succès du fonds précédent, on a réengagé une bonne partie de notre return dans ce fonds plus late stage. Ça permet en fait d'être assis sur un montant de cash assez important dans un bear market, c'est-à-dire de détecter des opportunités éventuellement de discount, de consolidation, de target pour nos entreprises pour qu'elles puissent se consolider. Donc, nous, on voit ça évidemment positivement dans un monde d'opportunités. Et alors, d'autant plus en arrivant en late stage, c'est que les discounts éventuels sont d'autant plus intéressants. En early, le bear market, enfin, en tout cas, c'est ce que je me dis, mais le discount est moindre, si vous voulez, une série A ou même un pré-seed. La valo de la boîte ne change pas des masses en bull market ou en bear market, de mon point de vue, hein, quand on price. Une boîte plus late stage, le sujet, c'est de faire la part des choses entre comment j'évalue, comment je price l'equity versus comment je price les tokens déjà émis qui ont une certaine market cap et qui sont éventuellement discountés par rapport à la valeur de ce qu'ils représentent. Donc voilà. Et là, je pense qu'il y a des opportunités qui sont plus intéressantes pour nous.
c'est pas qu'on l'avait senti ce bear market, mais c'est juste qu'on était prêt au bon moment et que voilà, là, on s'apprête à déployer en plus late stage avec probablement un accès à des belles opportunités. Aussi pour nos entreprises par rapport au fait qu'elles peuvent se consolider. On va avoir quelques consolidations, hein. Il y a déjà des opérations qui sont en train de se faire. On l'a vu, c'est le bon moment en tout cas. Donc, tu peux répéter la question, David? La question, est-ce que les récents événements de marché changent le style d'investissement? Donc, effectivement, même si c'est pas directement dans des cryptos, ça peut être dans des projets de l'écosystème. Et donc, la question, c'était est-ce que ça change la stratégie d'investissement ou l'approche, quoi, le style? Nous, déjà, de l'investigation de ce qui arrive sur le marché crypto, au niveau des hacks, des exploits et aussi les positions à risque, nous, on avait parlé dans des vidéos, des positions, notamment de Luna. On avait fait une expertise approfondie du protocole. On avait parlé que c'était à risque, que c'était dangereux, que voilà, entre guillemets, c'était un Ponzi, et que forcément, ça allait péter tout ou tard. Et donc ça, c'est des positions qu'on avait prises. Donc moi, par exemple, on avait pris au niveau du compte, on avait pris des systèmes des shorts leveragés. Et donc oui, pendant toute la période depuis le début de l'année, il fallait payer les funding rates. Il fallait avoir les reins solides, mais ça s'est bien goupillé. Et ça, c'est pas, on va dire que l'ensemble des acteurs qui avaient, parce que les produits tradis ou pseudo DeFi qui se montrent par-dessus DeFi, mais qui offrent des produits complètement traditionnels comme Celsius, comme Voyageur, comme 3RE Capital, et j'en cite, je ne sais pas les noms. Nous, on voyait les transactions sur le marché. On voyait les positions leveragées sur des assets spéculatifs. Et donc, c'était assez clair que s'il se passait, s'il y avait, je ne sais pas, si le marché bougeait de 20%, avec des systèmes de levier qui montaient à 20x ou à 4x, c'était assez clair qu'il allait se passer des choses. Donc, nous, forcément, sur ces positions, on n'a pas pris de risque, on n'a pas fait des choses comme ça en prêtant de l'argent à certains acteurs et derrière avoir des collatérales hyper spéculatifs. C'est pas quelque chose qu'on a fait. Donc ça, pour l'instant, on est bien, on est toujours vivant, donc c'est une bonne chose. Sur est-ce que ça a changé notre stratégie? Bien évidemment. On avait, par exemple, sans citer les noms de projets, mais on allait investir cette année dans 5 nouveaux projets stablecoin. Moi, par exemple, j'ai investi l'année dernière dans je pense, un des plus gros projets stablecoin, et en plus, il est français, Angle Finance. Et on allait investir sur le marché asiatique dans 4 à 5 projets. Forcément, ça a changé la puissance d'exécution sur ce marché. Pourquoi? Parce que le risque est grand, la régulation arrive à grands pas, et que la majorité de ces secteurs-là n'ont pas forcément la compétence technique et une expertise du marché traditionnel pour monter ces projets. Donc à l'époque, c'était plutôt des prises, on va dire, spéculatives sur ces investissements. Et là, à l'heure actuelle, il y a plus de downsize, d'envolure. Et donc, au lieu d'investir sur des valuations qui sont assez grandes, maintenant, on demande des projets qui baissent la valuation. Ça peut aller jusqu'à 4 ou 5x sur certaines valuations qui étaient à l'époque. Et pour prendre toujours des investissements, mais avec moins de risques. Donc, forcément, ça a changé notre puissance d'exécution, pas notre puissance d'exécution, mais la façon dont on approchait le marché. On va dire qu'on déploie toujours la même somme, mais pas sur la même verticale. Là, on est plutôt retour sur l'infrastructure, retour sur des produits qui sont existentiels à la naissance, à la signification de DeFi, donc tout ce qui est auto market maker, landing market, tous ces produits-là qui sont des produits, des piliers de la finance traditionnelle. C'est là-dessus qu'on investit au niveau de DeFi. Et après, on investit, on va dire, à peu près 20% à risque, au lieu d'avant investir sur des 50%, 50% à risque sur le marché. Donc forcément, ça a changé notre et aussi le fait que le marché, que l'économie mondiale, avec l'inflation galopante sur les différents marchés, sur les différents continents, à l'heure d'aujourd'hui, le cash, comment dire, le cash est gold et d'or. Donc forcément, on a plutôt des stratégies long short,
sur différents marchés. Mais par exemple, je fais un retour là-dessus. Nous, en Inter, on n'a pas forcément de fonds propres d'investissement extérieur de l'investisseur. C'est tout un famille, ça se comporte comme un family office. Mais par contre, on appelle le compte qui est un SPV. Donc là, on a des systèmes de compartiments qui permettent en fait de faire des stratégies, du yield, on va dire là, on va offrir du 1,2% par mois, ce qui est énorme. Et ça, entre guillemets, sans risque, si on ne prend pas en compte le risque de smart contract. Mais c'est relativement assez intéressant sur un marché qui est relativement assez volatile à l'heure actuelle, qui est dangereux. D'offrir des stratégies comme ça, c'est très bien. Surtout, je pense qu'on pourrait discuter, Franck, mais oui, des stratégies comme ça où on peut offrir du 1% par mois sur des assets conservateurs, c'est relativement intéressant. Intéressant. Du coup, une question qui nous est venue en préparant. Donc peut-être pour Franck et aussi pour Julien, du coup, vous avez parlé pas mal des VC un petit peu web, pré-web 3, en fait, finalement. Et puis aujourd'hui, il y a un nouveau type d'investissement. Alors, toujours en equity pour Franck et peut-être aussi en warrant et en token pour Julien. Mais la question qu'on s'est posée finalement, c'est comment est-ce que vous screenez les startups? Est-ce que c'est les mêmes mécanismes, les mêmes modèles? Est-ce que vous allez regarder l'équipe, le TAM? Est-ce que c'est les mêmes modèles de screening de startups en Web 3 versus ce que vous aviez l'habitude de voir dans du Web 2 ou dans des business plus tech standard, quoi. Alors du coup, je ne sais pas, Franck, Franck ou Julien, comment vous voyez le truc? Vas-y, Julien, ça chaud. Moi, j'avais commencé à investir avant la Web 3 sur un marché plus traditionnel, tout ce qui était green energy à l'époque, en 2010-2011, tout ce qui était, on va dire, deep tech, donc quantum, choses comme ça. Sur le concept, nous, dans la blockchain, nous, en fait, on est plutôt, on va dire, 100% de l'équipe sur le business, les gars qui font le business, les gars qui font le marketing, mais on va dire que 90% de l'équipe, c'est les techs. Nous, à l'intérieur du groupe. Et donc, forcément, on a la capacité de pouvoir, et vu qu'en fait aussi, moi, je faisais, à l'époque, ça va dans le temps, il y a 2-3 ans, je faisais beaucoup d'éditeurs. J'ai édité des projets comme Sora, des projets d'écosystèmes. Et donc, la particularité de cet écosystème, pour moi, c'est de pouvoir en fait vérifier la pertinence des propos lors d'une présentation. À l'époque, en fait, quand vous avez en Web 2 ou en Web 2, quelqu'un qui allait pitcher un projet, oui, bon, on a ça. C'est assez compliqué d'aller vérifier la pertinence des propos, la pertinence de l'implémentation technique, parce que c'est toujours assez opaque, on ne peut pas vraiment vérifier. Là, en l'occurrence, sur la blockchain, les contrats, c'est open source. Donc, en fait, quelqu'un qui vous dit, moi j'ai monté ça, ça fait ça, ça fait ci, vous pouvez aller vérifier en un clic, bon, bah, ok, passe-moi le lien Etherscan du contrat, je vais aller vérifier le code, je vais aller vérifier les transactions sur la blockchain, je vais aller vérifier comment se comporte l'algorithme que tu as monté. Donc pour nous, c'est assez simple. C'est beaucoup plus simple à l'heure actuelle de vérifier la pertinence de certains projets. Et après, on revient aux fondamentaux, la team, l'équipe, est-ce qu'ils ont des antécédents? Un aspect assez important, est-ce qu'ils ont échoué auparavant? Moi, je mets ça vraiment en priorité sur l'ensemble des investissements que j'ai fait. C'est extrêmement important pour moi que les gens ont échoué auparavant. Et après, voilà, on fait exactement la due diligence de la Web 2, les actions traditionnelles, et en rajoutant ces contrats par derrière qui sont tout ce qui est audit, tout ce qui est smart contract. Et voilà, donc c'est assez relativement simple, je dirais. Oui, pour moi, dans le sens de Julien, la team, ça reste surtout, en tout cas pour TGV, puisque c'est des entrepreneurs en série qui investissent dans des entrepreneurs en série, donc il doit y avoir un fit clairement d'expérience. Ce que rajoute le Web3, je pense, c'est aussi tout l'écosystème qu'il y avait peut-être moins dans le Web 1 et le Web 2, c'est-à-dire que en fait, ces teams se connaissent, investissent parfois dans les projets des autres et vice-versa. Et tout ça peut donner sens en fait à une articulation du business et des synergies entre ces différentes boîtes. Donc la team et la connexion de l'écosystème autour de la team va être clé. La difficulté en fait, alors évidemment, il faut que le propos et le positionnement soient pertinents et d'un point de vue global nativement.
ce qui n'est pas évident, en fait, parce qu'il y a encore différentes parties du monde dans lesquelles on ne voit pas les choses de la même façon. On l'a vu avec la migration des miners chinois, en tout cas des machines ont migré dans d'autres parties du monde. Et donc, voilà, les continents n'interagissent pas dans le contexte géopolitique enfin, de la même façon. Et donc, mais les équipes doivent être, encore une fois, globales, nativement, décentralisées. Je pense à Sébastien Borget, qui est aujourd'hui en Corée. Je ne sais pas où il sera la semaine prochaine, mais il était en Amérique latine il n'y a pas longtemps. Ils ont fait une acquisition là-bas. Donc, vous voyez, de la Corée à l'Uruguay, il y a quand même quelques kilomètres. Donc, la team a la capacité à gérer en fait un écosystème à l'international. Je pense que c'est clé. Et après, il pourra y avoir probablement beaucoup de pivots quand on a bien investi dans la bonne team. Il y aura probablement beaucoup de changements de modèle, de nouveaux revenus stream, de tests, de je sais pas quoi. Enfin, tout ça va probablement continuer de s'affiner. Et j'ajouterais en fait une difficulté, parce que quand on a des tokens et de l'equity, c'est de comprendre la différence et où va la valeur. Donc, par exemple, dans la DeFi, Julien pourra le dire mieux que moi, mais dans la DeFi, il n'y a parfois pas d'equity du tout. La valeur est capturée en fait dans le protocole lui-même. Et donc, c'est pas facile pour un VC, même un business angel ou un entrepreneur, de comprendre s'il y a du transfert de valeur entre l'equity. J'ai vu que c'était une question aussi. S'il y a du transfert de valeur entre l'equity et le token, si c'est un token, évidemment, une utility, qu'est-ce qu'il embarque de valeur de l'IP? Où est l'IP? Est-ce qu'elle est distribuée? Est-ce qu'elle est inclus dans l'equity? Voilà, c'est pas un exercice facile. Et donc, voilà, la team reste clé dans ça. Je reviens sur ce que Franck vient de dire. Nous, par exemple, dans le groupe, moi j'investis, je vais dire à peu près 98% en équité. Mais la majorité de ces 98%, on va dire que 70% se retrouvent en token à un certain moment. Donc, c'est quoi? C'est des BSAR à la française pour futur token ou un SAFT à l'américaine pour futur token. Donc, c'est un equity qui se transforme en token. Souvent, pas tout le temps, l'equity est corrélé à l'asset, donc corrélé au token. Donc, souvent, il n'y a pas une décorrélation entre le fait d'aller. Et ça, il faut regarder dans les documents si vous voulez investir. Et ça, je trouve ça assez tricky la plupart du temps, les fois par les qui sont souvent que les boîtes essaient de faire, c'est qu'ils essaient de décorréler le concept d'equity avec le token. Et pour moi, normalement, c'est la même chose. Si vous avez 10% d'une boîte, vous avez 10% des tokens, vous avez 10% de l'equity. Et souvent, dans les SAFT ou dans les DSAR, il se transforme que le fait de trigger le SAFT, ça vous trigger les tokens, vous n'avez plus l'equity. Ça, je trouve ça assez tricky. Et donc, voilà. Donc et par contre, c'est très rare qu'on investisse à l'heure actuelle sur des tokens qui soient déjà live, puisque, comme j'avais dit, l'exécution, ce qu'on fait, c'est du précis et du lucide. Donc, si on fait du précis et du lucide, normalement, les tokens ne sont pas live. Et par contre, après, tout ce qu'on fait dans l'investissement, quand ça trigger, quand on trigger le SAP et l'equity, le BCR, les tokens qu'on a, ensuite après, on les manage. Donc, soit c'est des tokens qui permettent d'être managés par le compte. Et donc là, on va faire tout ce qui est gouvernance, voting. Donc dans SecDAO, on a ce qu'on appelle les liquid lockers. On va les ramener, ça va participer à un système de lobby, de direction, de l'inflation des différents protocoles sur ces différents projets. Soit c'est des assets qui sont des NFT. Donc notamment, moi j'avais investi en site dans Sora, et après j'avais acheté des, comme par exemple Mbappé, des cartes comme ça. Ça, c'est passé à Blackpool. Blackpool qui lui va manager les assets. Donc on a comparé à un VC traditionnel qui va faire de l'investissement et regarder sur une fenêtre de 7 ans, 8 ans, 9 ans avec un système de 2-20, un système traditionnel. Tout ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va investir et ensuite après on va faire travailler les assets donc, immédiatement. C'est ça qui est intéressant avec la différence de la finance traditionnelle, de l'investissement Web 2, c'est qu'en fait les assets normalement sont accessibles assez rapidement.
on va regarder sur une fenêtre de 1 an, 2 ans. Pas forcément entièrement liquide, mais avec du vesting. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est quand on fait du vesting, c'est d'avoir quand même accès à la puissance de vote de ces tokens-là sans forcément avoir accès à l'underlying asset, donc de pouvoir les vendre. Et par exemple, sur l'entièreté, c'est aussi une vision, et c'est pour ça que je pense que les projets aiment bien, c'est par exemple sur l'ensemble des investissements que j'ai fait, je regarde sur plus de 200 investissements, je pense que j'ai dû vendre 1 ou 2 projets, 1 ou 2 tokens. Donc, on va dire que c'est vraiment long terme. Je suis, même si ces projets-là ont échoué, donc là-dessus, c'est un effort qu'on doit faire, et c'est pour ça qu'il y a le plan qui va s'occuper de ces assets-là spéculatifs, parce qu'il n'y a aucun intérêt à maintenir une position qui perd ou qu'on sait qu'il va perdre. Donc, voilà, on fait vraiment investissement seed pré-seed, en equity pour futur token, et ensuite après, on fait travailler ces tokens-là pour le long terme. Donc, être acteur de la DeFi. C'est pour ça qu'il y a énormément de fonds qui nous contactent sur le compte, parce qu'ils ont accès à des assets qu'ils n'arrivent pas, pas à manager. Donc là, ce n'est pas forcément un meilleur exemple, parce qu'on voit par exemple Capital, des choses comme ça qui sont fait right en manageant les assets, mais nous, on le fait. Par contre, on est beaucoup plus, on a beaucoup moins d'appétit au risque que eux. On a beaucoup plus une approche conservatrice. On va faire des systèmes de collatérisation à 10x, à 8x, donc c'est quand même assez énorme. Et ensuite, sur les portfolios d'assets de NFT, là, on rentre dans une tranche qui n'avait pas encore été ouverte dans la finance traditionnelle, dans la Web 2. C'est en fait des assets qui peuvent travailler immédiatement. Pas forcément vendre ces assets pour les faire travailler. Ce serait par exemple, dans l'investissement d'un marché immobilier, avoir des appartements qui ne peuvent pas être liquides sur le marché. Et par contre, on peut toujours arriver à toucher les loyers, si on est bon. C'est ça qui est intéressant. C'est le niveau de concept. Donc là, Blackpool s'occupe du marché des non-fungible assets, et le point de sa capitale s'occupe de tout ce qui est position des femmes. Je crois qu'il y a une question de Mathieu Ruati. Yes, Mathieu, bonjour. D'ailleurs, on salue. Merci Franck. Mais effectivement, sur la question de Mika et TFR. Qui rejoint la question de la régulation, oui. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose sur vos perspectives d'investissement, y compris géographiques? Donc, nous, on est toujours attentif évidemment aux régulations. Je pense que la régulation, à un moment donné, elle est synonyme de truc, que le truc devient un peu plus mainstream et pas uniquement. Voilà. Et d'ailleurs, hein, dans le cas, le progrès là, c'est de mettre de côté les NFT et les DeFi pour la prochaine régulation en attendant que le marché se développe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les régulations sur ces projets qui sont par nature distribués à l'international par nature, c'est que les juridictions, elles sont en compétition. Et donc, aujourd'hui, on a une boîte qui pourrait être impactée par telle réglementation. On pourrait aussi la faire déménager dans une autre juridiction qui serait susceptible d'être plus clémente ou plus innovante sur le sujet. Et ça, à mon avis, c'est clé. Et c'est comme ça peut-être que toute la machinerie ira dans le bon sens. Mais l'idée, c'est d'avoir une protection du consommateur tout en permettant, en fait, je pense à Binance, en fait. Hein, Binance a été banné de Chine, en tout cas des échanges. Et donc, voilà, il a fait tout un voyage, Corée, Japon, Singapour, Dubaï, France. Le prochain sera probablement Londres ou les Nordiques. Et donc, voilà, et il y aura une régulation un peu dans pas mal de villes. Plus proche de nous, CoinHouse était le premier PSAN en France, hein, c'est le PSAN 001. Ils ont obtenu un enregistrement au Luxembourg et puis probablement en train de travailler sur sur le transport de cette régulation dans d'autres États européens ou ailleurs. Voilà. Donc, c'est pas une fin en soi, ça peut pas arrêter un business complètement. On n'est pas dans une ère où ça peut stopper tout. Peut-être Julien, si tu veux enchaîner sur ces notions de régulation. Moi, la régulation, c'est une bonne chose.
Là, on peut voir, par exemple, pourquoi il y a eu un effondrement dans la DeFi à l'heure actuelle avec des acteurs qui avaient pris des positions hyper spéculatives. C'est parce qu'en fait, ils sont passés par un framework qui leur a permis en fait, d'avoir un système opaque sur une technologie complètement transparente. S'il y avait eu une régulation beaucoup plus poussée, donc en fait, le problème de la régulation, c'est comment réguler des acteurs qui, eux, se comportent comme toujours avec un aspect Web 2, avec un set d'obfuscation. Parce que si, par exemple, on avait eu en temps réel l'état du compte, livre de compte de ces positions, alors il n'y a pas eu de liquidation. Parce qu'en fait, on aurait tous vu que ces positions étaient à risque. Pour moi, la régulation, elle va permettre en fait à des acteurs au retail qui n'ont pas forcément connaissance des différents dangers, des différents produits qui sont montés, de pouvoir en fait aller limiter le risque. Après, forcément, il ne faut surtout pas que la régulation devienne un acteur innovant. La régulation n'est pas là pour innover, mais elle est là pour réguler. Et les gens qui sont les startups, les entrepreneurs, sont là pour aller créer de l'innovation, qui ensuite, la régulation permet d'aller mettre les frontières au niveau de ces projets. Le problème que moi j'ai avec la régulation, c'est quelque chose en soi extrêmement important. Le problème, c'est que la majorité des acteurs qui, eux, sont là pour réguler, qui sont là pour aller faire les frameworks de régulation, ils n'ont aucune comment on dit, ils ont pas encore utilisé ces différents outils technologiques, et donc ils n'ont aucune understanding de l'impact que ça va que ça va avoir sur la société. Et pourquoi en fait ça va complètement révolutionner, c'est un nouveau paradigme. Donc en fait ils draftent des frameworks qui sont déjà obsolètes avant même d'être sortis. Donc, par exemple la MiCA apparemment le document qui est aujourd'hui drafté, qui a été drafté l'année dernière, qui apparemment va sortir l'année prochaine, est déjà obsolète, puisque la DeFi va tellement vite. Donc on se rend compte qu'il y a une déconnexion complète entre des gens qui essaient de réguler, qui veulent potentiellement faire bien, parce qu'en fait, il n'y a aucun acteur à l'intérieur qui permet en fait, de comprendre des concepts que nous, on a train de monter. C'est ça qui est assez dangereux, parce qu'en fait, la société pourrait bénéficier énormément de ces produits, cette révolution industrielle, mais c'est la majorité du temps drafté par des gens qui n'ont pas du tout aucune connaissance du sujet. Merci Carrément. Écoutez, vous m'entendez? Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Ouais. Et Jérémy, je te laisse conclure. Merci infiniment, Franck. Merci infiniment. C'était hyper intéressant comme échange. Merci à tous pour votre participation. Le replay sera disponible dans le courant de la semaine sur le site blockchainhec.com. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochains événements le 12 juillet pour un webinaire sur le Metaverse avec Julien Keller et Nicolas Fratani, qui nous présenteront deux startups, Versity et Society. Le 18 juillet pour la journée pré-ETHCC avec la Celo Foundation University Guild, organisée par les MBA HEC Paris. Et le 19 juillet pour la présentation des NFT dans le vin par le cofondateur et CEO de Farandole, avec dégustation de belles bouteilles. Merci à tous et à bientôt. Super, merci à tous. Merci, très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bye bye, à bientôt.